à tous. Merci beaucoup à tous les médias de Dolbeau-Mistassini de s'être présentés aujourd'hui pour la conférence de presse du CAPS. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le CAPS, c'est le Centre d'amélioration des performances sportives. En quoi va consister un petit peu la conférence de presse? On va avoir un mot tout à l'heure de la présidente du club d'haltérophilie Dominor, parce que le CAPS, finalement, est chapeauté par le club d'haltérophilie. Tout à l'heure aussi, par la suite, il va y avoir Stéphane Aude, qui est un entraîneur qualifié et certifié, qui va vous parler finalement un petit peu des différents types d'entraînement qu'on fait ici dans l'édifice, tous les aménagements qu'on a faits et tout ça. Par la suite, il y aura une période de questions, bien évidemment, pour ceux qui désirent en poser. Puis aussi, il va y avoir un entraînement tout à l'heure. Vous allez pouvoir filmer. Il n'y a pas de problème avec les athlètes. Vous pourrez prendre des photos et filmer à votre guise. Donc, sans plus tarder, moi, je vais laisser la parole directement à la présidente du club d'haltérophilie, Mme Nicole Bélanger. Merci. Bonsoir à tous. Le conseil d'administration du Club Dominor, dont je suis la présidente, est heureux de vous accueillir dans notre nouveau local et nous vous souhaitons la bienvenue. Suite à notre association avec le CrossFit en janvier 2013 et à l'augmentation de notre membership qui est présentement de 120 membres, nous avons dû prendre la décision d'agrandir notre site d'entraînement. J'aimerais vous préciser que de nos jours, tous les sports et toutes les disciplines sportives font des mouvements d'haltérophilie dans leur entraînement. Pour ce qui est du CrossFit, c'est environ 40 de leurs entraînements. Sans plus tarder, je passerai la parole à notre entraîneur-chef du CAPS et membre du CA, soit M. Stéphane Aude, qui poursuivra avec plus de détails sur l'association de nos deux sports complémentaires, soit l'haltérophilie et le CrossFit, ainsi que sur la mission du CAPS. Je vous souhaite une bonne soirée et je demeure à votre disposition pour répondre à vos questions un peu plus tard. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue au CAPS. Pour avoir été un athlète de haut niveau, et je devais toujours me déplacer dans des grands centres d'entraînement pour m'entraîner, car ce qu'on retrouve dans la région, bien souvent, c'est des clubs de développement. Plus tard, quand je suis devenu entraîneur, j'ai dû entraîner des athlètes encore là de haut niveau, de différentes disciplines, telles que les joueurs de hockey, les joueurs de football. Et à Dolbeau-Mistassini, je n'avais pas les emplacements et les équipements pour développer ces athlètes-là. Donc, en collaboration avec le club d'haltérophilie Dominor, nous avons ouvert le CAPS. Le CAPS a été dirigé par un organisme sans but lucratif, dirigé par un conseil d'administration formé des membres du CAPS. Donc, le CAPS appartient à ses membres. Tous les profits sont réinjectés dans le centre d'entraînement. On procède aussi à l'achat d'équipements, mais ces profits-là, l'organisation d'événements sportifs, le déplacement d'athlètes et la formation d'entraîneurs et d'officiels. Le CAPS ressemble maintenant à des centres d'entraînement de haut niveau, tels qu'on retrouve dans les grands centres ou dans les grandes universités. On retrouve au CAPS un encadrement unique, une ambiance unique et un personnel qualifié. On y pratique plusieurs sports, tels que l'haltérophilie, le CrossFit, Caveman, Bootcamp, Payo, bientôt la dynamophilie. Et pour ce printemps, nous aurons aussi le jogging en groupe, le SEAL Navy Training, la course à obstacles SEAL Spartan Race et le triathlon. Il y aura aussi des entraînements spécifiques pour les athlètes de d'autres disciplines, tels que les joueurs de hockey, football et athlétisme. Chaque entraîneur du CAPS a reçu une formation. On retrouve souvent 3 entraîneurs pour 12 athlètes, ce qui se rapproche beaucoup de l'entraînement privé. Le CAPS est ouvert à tous, que vous soyez un athlète élite ou un simple sportif. Le CAPS vous permettra d'atteindre vos objectifs sportifs. Le CAPS s'adresse à des athlètes de tout âge. Nous avons des groupes de juniors de 5 ans, des adolescents, des adultes et même du monde retraité. Chaque entraînement est adapté à la personne, à l'athlète. Parlons du local. Situé sur le terrain du Juvénat Saint-Jean, le CAPS dispose d'un très grand local et sans oublier d'un terrain qui offre des possibilités d'entraînement incroyables. Combinant des exercices de cardiovasculaire et de musculation
avec un accès par la grande porte qui est juste en arrière de vous, qui peut s'ouvrir en saison estivale. La collaboration du CAPS et du Juvénat Saint-Jean est incroyable puisque nos visions sur la santé physique sont semblables. Déjà en septembre, on pouvait voir des adultes s'entraînant sur les terrains avoisinants, côtoyer les étudiants du Juvénat, ce qui démontre à ces derniers que l'activité physique est importante tout au long de sa vie. Les étudiants du Juvénat profitent eux aussi des installations du CAPS, grâce à leur programme de développement athlétique. Ces jeunes viennent 1 à 2 fois semaine s'entraîner ici, sous la supervision des entraîneurs qualifiés. D'autres groupes d'étudiants, d'autres écoles viendront s'entraîner aussi au CAPS dans les prochains jours. Le CAPS offre beaucoup de disponibilité d'entraînement pour la population du lac. Les entraîneurs des autres disciplines sportives peuvent nous contacter en tout temps pour savoir comment on peut les aider avec leurs athlètes pour améliorer leurs conditions physiques. Le CAPS offre aussi la possibilité de camps d'entraînement pour des groupes d'athlètes. Des démarches sont déjà amorcées avec une fédération sportive. En collaboration avec le Juvénat Saint-Jean, les athlètes pourront dormir, manger et s'entraîner ici sans avoir à se déplacer. Le CAPS est composé de membres. Qui sont ces membres? Ce sont des athlètes de différents sports. Ils ont entre 5 et 60 ans. Ce sont des parents, des personnes de carrière et des étudiants. Les membres profitent d'un encadrement pour le développement de leurs conditions physiques. Chaque entraînement est différent d'une fois à l'autre. Aucune routine. Les athlètes ne savent jamais ce qu'ils feront à l'avance, ce qui est une source de motivation pour eux. Ils peuvent participer à des décisions d'avenir du CAPS, car en plus du conseil d'administration composé d'athlètes du CAPS, il y a aussi l'Assemblée générale où ils peuvent s'exprimer et voter sur les orientations du CAPS. Nous ferons à l'occasion des sondages auprès des membres pour connaître leurs impressions tout au long de l'année. Il y a déjà eu un premier sondage, il y en aura d'autres dans les prochains mois. Un membre peut rencontrer un directeur ou même un entraîneur en tout temps. Le CAPS est là pour eux. Les membres profitent d'économies lors d'inscription, d'achat d'équipements ou bien de participation à des événements sportifs. Je rappelle bien que le CAPS appartient à ses membres. Je terminerai en vous disant que Dolbeau-Mistassini est maintenant équipé d'un centre d'entraînement de haute performance, comme dans les grands centres. Bienvenue au CAPS. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y en a qui ont des questions. Probablement Stéphane qui est le plus qualifié pour répondre à l'ensemble. J'en avais deux, moi, en partant, dont la première que je viens d'oublier, ça va bien. CAPS et CAMS à Jonquière, est-ce qu'il y a une similitude? Non, ce qu'on voulait chercher, c'est de donner l'endroit qui porte un nom pour s'identifier, un peu comme le Centre Bell à Montréal, des choses comme ça. Et le CAPS, comme Étienne le dit, c'est le Centre des améliorations de performance sportive et c'est vraiment le but, la mission du CAPS. Pour sa parole, mes collègues vont probablement me reconnaître. Là, vous avez combien de membres? Vous avez commencé depuis quand, là, officiellement? Nous avons commencé au mois de septembre. On avait commencé, là, 2013, janvier 2013, dans des locaux à l'Arena disposés par Gestion Pidon. Et suite à la demande, à la population, la popularité, pardon, on a dû se trouver un autre local et agrandir. Donc là, actuellement, on a quoi? 120 membres. Ça, c'est 120 membres, à part les temporaires, les étudiants et les juniors, les occasionnels. Ça vient revenu. Y a-t-il un coût pour devenir membre? Oui, il y a un coût. Qui est de? Ben, ça varie tout dépendant du sport pratiqué et les forfaits offerts. Oui, il faut que tu sois membre de la Fédération d'haltérophilie parce que le CAPS est dirigé par la Fédération, par le club d'haltérophilie de Minard. Donc, je dois d'être membre de la Fédération d'haltérophilie au Québec. Oui, exactement. Ça dépend à ce moment-là, c'est ça combien de jours par semaine on fait. C'est ça. Moi, je dirais, je vous demande peut-être brièvement, là. Haltérophilie, je connais ça. CrossFit, je connais ça. Bootcamp, Ironman, OK. les autres, là, c'est pas Oui, oui. Bon, l'haltérophilie, bien sûr, c'est les deux levées olympiques qu'on retrouve aux Jeux olympiques. Le CrossFit, qui est maintenant le sport sans doute le plus populaire et celui favori des athlètes maintenant, parce que même au Centre Bell, on retrouve un club de CrossFit.
Donc, c'est une combinaison de mouvements de force, d'athlétisme et de souplesse. Ensuite de ça, on a le caveman. Donc, le caveman, je vous dirais, c'est un entraînement un petit peu hors sentier battu. On va utiliser des pneus, des masses, on va pousser des traîneaux, on va tirer des traîneaux, on va tirer des roches, des choses comme ça. Donc, c'est un peu inhabituel, mais ce qui est fort, qui ressemble un peu à la vie de tous les jours. Hein, au chalet, on va soulever une roche, on va basculer un pneu, des choses. Oui, c'est ça, c'est correct. Ou planter une clôture avec la masse. Ensuite de ça, on a le bootcamp. Le bootcamp, je pourrais vous dire, ça ressemble un peu à l'entraînement paramilitaire. Donc, c'est fait au poids de corps. Il y a un entraîneur qui joue le rôle d'un commandant et la discipline est de rigueur et c'est intense. Ça ressemble un peu aussi à, je pourrais faire une similitude avec qui perd gagne à la télévision. Donc, vous voyez le genre c'est très intense. Ensuite de ça, on a le payo. Le payo, c'est une nouvelle discipline qui vient d'arriver sur le marché. Donc, c'est un peu de yoga, de souplesse, mais un petit peu plus extrême, un peu, là. Donc, on va chercher un petit peu plus de... non, pas du Zumba, non. Du yoga un petit peu plus extrême, mais avec, on va dire, plus... on sollicite un petit peu plus de... Oui. Ensuite de ça, on va avoir la dynamophilie, donc qui est anciennement le powerlift, anciennement en anglais le powerlifting. Le jogging de groupe, on va avoir le Seal Navy Training, donc ça se fait à l'extérieur en pas de course, où les athlètes vont avoir un sac à dos avec du poids dedans et un tuyau de métal qui va faire office du fusil et encore là, un commandant qui va les suivre. Là. Donc ça va se faire dans des conditions un peu extrêmes. Sous la pluie, la nuit, le matin de bonne heure, dans l'eau, par temps froid, etc. Donc, et voilà, comme l'armée. Ensuite de ça, on va avoir la course à obstacles, bien sûr, c'est le Spartan Race, et le triathlon qu'on va avoir cet été, qui va rassembler 3 disciplines, le vélo, la course et un autre sport qu'on garde le secret parce qu'on veut éliminer le côté natation parce que ici, la rivière ne peut pas permettre la natation, mais on va aller chercher... on veut faire un triathlon en équipe, donc on va aller chercher le cycliste qui est solitaire sur la route, combiné avec l'athlète qui fait du jogging, et s'adjoindre un autre athlète qui va faire le 3e sport. Voilà, donc ça, c'est un résumé. Strong Fit, bon, c'est dans le futur aussi. Ça va s'en venir. Bon, le samedi matin, quand les petits juniors viennent s'entraîner ici, le parent doit accompagner son enfant. Donc, il y a une participation de l'adulte et de l'enfant. L'adulte, bien souvent, encourage son jeune dans le défi à faire. C'est vraiment de toute beauté. Et bien souvent, le parent s'entraîne déjà au CAPS ou fait déjà une autre activité physique. Donc, il y a une fierté de voir son enfant progresser dans les entraînements.
Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, moi c'est Judith Quentin, je suis intervenante au service externe à la Maison de secours. Jasmin Tremblay, du CRAN Dolbeau-Mistassini, Roberval et Alma pour les services trajectoires et cran d'arrêt, des services d'aide pour hommes. On est membre de la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de la MRC Maria-Chapdelaine. On a des membres aussi qui sont présents ce matin. Stéphanie Gagnon du Centre de femmes Pays Maria-Chapdelaine, Jocelyne Gagné du Calac Centrel, Isabelle Racine qui est du Carrefour Jeunesse Emploi et Christina Gagnon, coordonnatrice de Toxicaction. Alors, merci à tous de votre présence. Merci aux journalistes et je vous tiens à vous préciser qu'il va y avoir une période de questions à la fin. Alors, c'est ça. Donc, dans le fond, pour poursuivre, ce serait bien de mettre un peu d'informations là au sujet de la table. Donc, la mission de la table, ça se trouve à être qu'en tant que partenaire, nous nous engageons à prévenir, dépister et contrer la violence conjugale et les agressions à caractère sexuel, ainsi que leurs conséquences. Donc, c'est ce qui se fait là, à la grandeur de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour y parvenir, les objectifs sont d'améliorer la sécurité des victimes en accélérant et supportant les demandes d'aide, créer des liens formels entre les ressources qui s'adressent aux personnes touchées par la violence, favoriser l'échange d'informations entre les organismes membres de la table de concertation, uniformiser et systématiser l'information transmise aux personnes touchées par la violence, ainsi que soutenir les victimes dans leur démarche pour reprendre le pouvoir de leur vie et amener les hommes ayant des comportements violents à reconnaître et à en assurer leur responsabilité face à leur violence. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, question de savoir là, à quel expert est-ce que vous vous référez aujourd'hui, à quel expert est-ce que vous vous intéressez. Je vais vous dans le fond, je vais vous nommer les différents là, partenaires qui siègent sur la table. Et puis, vous allez voir finalement que c'est une table qui est bourrée d'expertise de tout horizon. Donc, en fait, les partenaires de la table sont le Calac Centrel, qui est spécialisé en intervention et prévention des agressions sexuelles, la Maison Halte Secours, qui fait de l'hébergement et qui intervient auprès des femmes victimes de violences conjugales, le CRAN, qui offre des services d'aide pour hommes, dont les services trajectoires pour les hommes qui vivent des difficultés, ainsi que le service cran d'arrêt pour les hommes ayant des comportements violents et impulsifs, le CAVAC qui informe et aide les victimes d'actes criminels, le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui offre des services psychosociaux et de réadaptation aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu'à leurs familles, le Centre de femmes du Pays Maria-Chapdelaine qui favorise l'autonomie et qui améliore la condition de vie des femmes de la MRC, la sûreté du Québec qui travaille à maintenir la paix et l'ordre public, le C3S Maria-Chapdelaine qui offre des services de santé et de services sociaux de nature préventive, curative, de réadaptation et de réinsertion. L'organisme Grand Frère, Grande Sœur du Lac-Saint-Jean-Nord qui promouvoit la présence de modèles significatifs aux enfants de familles monoparentales ou en difficulté. L'organisme Toxicaction qui prévient l'émergence de comportements à risque et qui informe sur ce qu'est la toxicomanie, en plus de promouvoir la saine gestion de la consommation. Le Bureau d'aide juridique qui veille à ce que l'aide juridique gratuite ou avec faible contribution soit fournie aux personnes dans le besoin. Justice alternative qui travaille à la responsabilisation des jeunes contrevenants. Et finalement, évidemment, le Carrefour Jeunesse Emploi du comté Roberval qui accompagne vers l'emploi ou le retour aux études les jeunes adultes de 16 à 35 ans. La concertation. Oui, on est ici dans le cadre, en fait, d'une activité des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Et cette activité-là, c'est ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est une activité en partenariat avec les différents organismes de la Terre. C'est important de travailler en concertation. En fait, la table de concertation, ça a vraiment été mis en place dans le cadre d'un plan d'action, le plan d'action en matière de violence conjugale et par la suite celui au niveau des agressions sexuelles. Donc, on a des fonds, on a des subventions, c'est pas récurrent, mais d'une année à l'autre, ça fait quelques années qu'on en a. Et ce que ça vise, l'objectif de ces fonds-là, c'est de faire des activités de concertation, des activités de partenariat. En fait, ça répond à plusieurs besoins. D'abord, celui de faire connaître les ressources existantes. Plus on se connaît, plus on sait où référer rapidement les personnes qui en ont besoin. Ensuite, assurer une meilleure arrimage des services existants au niveau de la MRC. Vous avez pu voir qu'on a quand même
une variété importante des ressources qui sont présentes. Puis, finalement, ce que ça permet, c'est d'assurer, dans certains cas aussi, un filet de sécurité autour des personnes qui sont touchées par la violence conjugale. Alors, puis finalement, c'est ça, le fait de parler le même langage au niveau de la violence, d'avoir la même définition, la même réflexion au niveau de qu'est-ce que c'est, de où ça part et comme la façon de l'expliquer, bien, ça permet un meilleur arrimage au niveau de l'intervention. On est plus efficace, on est plus cohérent au niveau des interventions, peu importe l'endroit où les personnes vont s'adresser dans les services. Maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle pour vous expliquer quelle a été l'activité qu'on a décidé de réaliser dans le cadre de nos 12 jours cette année. Nous sommes conscients que n'importe qui peut vivre de la violence à un moment ou à un autre de sa vie. Nous voulons dénoncer toutes les formes de violence indépendamment de qui l'utilise. En ce sens, nous avons voulu poser un geste concret afin de sensibiliser les gens à la non-violence en utilisant un outil promotionnel. Tout au long de la dernière année, avec la collaboration des participants du programme Pass Action, Pass Action, c'est un programme qui vise la progression des personnes éloignées du marché du travail vers une plus grande autonomie socio-professionnelle. Nous avons fabriqué des sacs en coton réutilisables. Par l'intermédiaire de ce projet, nous avons voulu valoriser la demande des services de la part des hommes. Donc, il y a 515 sacs qui seront distribués dans les commerces des petites municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine et ils seront remis samedi le 6 décembre pour faire un lien avec les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. En terminant, tantôt je vais vous présenter les sacs, mais je tiens à présenter Suzanne Lemieux, qui est notre couturière en chef. C'est beaucoup grâce à elle, une participante qui est vraiment experte en couture, qu'on a pu fabriquer ces sacs-là. Je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont participé au programme. Il y en a quelques-unes qui ne pouvaient pas être là, mais comme le programme est entrée et sortie continue, bien, il y en a qui ne sont plus dans le programme à l'heure actuelle, fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement être présents. Donc, le sac en question, qu'on va voir dans la population prochainement, on a le logo de la table et agir contre la violence. Puis en arrière, on a tous les organismes qui siègent autour de la table. Fait que c'est ce qu'on va voir circuler prochainement dans la population. C'est tout. Merci. Pour cette année, au niveau des sacs, on a priorisé de distribuer dans les municipalités parce que souvent, on fait des actions de prévention puis on va cibler Dolbeau-Mistassini et tout ça. Fait qu'on a mis un accent particulier à aller dans toutes les petites municipalités environnantes. La table de concertation, bon, cette année, ça a été une de nos grosses activités au niveau du financement, mais il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres activités qu'on a pu faire puis qu'on va continuer de faire au cours de l'année, dont la création d'un site Internet pour faciliter l'accès aux informations concernant nos services, chacun de nos services. Et ensuite, cette année, on a eu aussi une formation qui a été offerte par l'organisme Le Cran. Au niveau des partenaires, ça a été une formation sur la prévention des homicides conjugaux. Et il y a aussi des outils promotionnels qui ont été faits. On a soutenu aussi, et puis on va continuer de soutenir des projets financièrement, comme la prévention, la campagne de prévention des drogues du viol, ensuite, qui se nomme « Intoxiquer une personne pour baiser, c'est un crime ». Ensuite, on finance la location des couloirs de la violence amoureuse, donc pour une 4e édition cette année. C'est un projet qui est fort intéressant, qui va toucher autour de 200 jeunes chaque année. C'est un travail de prévention au niveau des violences amoureuses, donc c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Et on a aussi financé la Journée internationale des femmes du 8 mars 2014 sous le thème de la prostitution. Donc, pour ces projets-là, et pour particulièrement aujourd'hui, le projet des sacs réutilisables, moi, je tiendrais quand même à faire une bonne main d'applaudissements aux différents partenaires et participants du projet. Donc, très bien.
Avant d'en arriver à la conclusion, étant donné qu'on a des journalistes présents aujourd'hui, je ne sais pas si vous aviez des questions ou interrogations où vous désiriez préciser là, certains points qui ont été soulevés. Pour protéger les forêts, la SOFE fait très souvent appel aux avions-citernes qui utilisent l'eau des lacs et des rivières pour éteindre les incendies. Si vous vous trouvez sur un plan d'eau et que vous apercevez un avion-citerne en approche, restez à une distance raisonnable et évitez de rester dans l'axe d'écopage de l'appareil. De cette façon, vous pourrez poursuivre vos activités normalement tout en permettant aux pilotes de puiser l'eau en toute sécurité. Si cet été dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Bienvenue à cette conférence de presse du projet Équateur 2014, mais deuxième version. Parce qu'on a eu quand même, c'est le deuxième projet en Équateur depuis le début de l'année 2014. Donc, je me présente, Marie-Ève Roy, je suis agente de mobilisation à la participation citoyenne ici au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer l'accomplissement des efforts de ces jeunes qui ont travaillé sans relâche depuis 9 semaines à la préparation de ce projet d'envergure. Et on va aussi pouvoir partager un peu leur fébrilité à 4 jours de leur grand départ. Donc, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, le projet Destination Équateur, pour cette cohorte, ce sont 6 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui sont en insertion socio-professionnelle et qui sont encadrés par 2 merveilleuses intervenantes qui sont situées à l'arrière, donc Erika Vincent, Marianne Bolduc-Lacaze. Donc, ensemble, l'équipe a travaillé sur un projet de coopération internationale qui durera près de 3 semaines en Équateur et ça aura lieu du 1er au 18 décembre prochain. Donc, grand départ en fin de semaine. Donc, première des choses, laissez-moi vous présenter la programmation de cette conférence de presse. Donc, mot de bienvenue. Ensuite, un petit mot d'Isabelle Coulombe, la directrice générale du CJE Comté-Robertval. Des interventions des 2 intervenantes, en fait, Erika Vincent, qui parlera de la philosophie du projet. Ensuite, Marianne Bolduc-Lacaze, qui parlera un petit peu plus du volet employabilité. Ensuite, ce sera au tour des participants de s'exprimer. Il y en a 3 qui prendront la parole, Carl Houd et Cassandra Sigouin, qui s'attarderont sur le volet technique et les défis du projet. Ensuite, Jimmy Villeneuve, qui est également un participant, il viendra faire un petit témoignage. On aura ensuite une période de questions, remerciements. Donc, j'inviterai pour commencer Mme Isabelle Coulombe à venir vous adresser quelques mots. Bon matin tout le monde. Bon matin vous autres. Êtes-vous nerveux? Oui. Ça commence, hein, mais ça va bien aller parce qu'on est tous en arrière de vous autres. Je souhaite particulièrement la bienvenue ce matin à Joël Gauthier, qui est représentant du Centre local d'emploi Maria-Chapdelaine et qui participe à ce projet. Je souhaite aussi la bienvenue à Ingrid Batista, qui est notre professeur d'espagnol. Merci d'être là ce matin. Je souhaite la bienvenue à notre président de Carrefour, M. Jean-François Bélanger. Merci d'être là. À vous tous, famille, amis, médias et toute l'équipe du CJE. Alors, merci de votre présence ce matin. Le décompte est commencé. J'ai envie de vous regarder un peu. Dans quelques jours à peine, Destination Équateur. Vous vous envolerez à l'international pour participer au grand chantier de coopération internationale. Destination Équateur 2014, mouture 2 de l'année. Ce chantier, dans le fond, c'est le 4e qu'on réalise à notre Carrefour Jeunesse Emploi. On est allé au Maroc en 2012. On est allé au Honduras en 2012. Et cette année, on sera allé 2 fois en Équateur en 2014. Peux-tu me rappeler le premier, c'est quoi? Au Maroc. Ces projets sont initiés par le Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas réalisables sans le soutien financier de partenaires majeurs. Donc, c'est les Offices Jeunesse internationaux du Québec, qu'on appelle LOGIC. Je pense que vous l'avez tagué dans votre dos. Et puis, Emploi Québec aussi, qui participe grandement à cette mission-là. Puis, pour cette année, les 2 projets qu'on a réalisés, c'est important de le mentionner parce que les projets ont eu lieu grâce aussi à l'appui financier du regroupement Action Jeunesse 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, outre ces grands partenaires-là qui permettent le financement du projet, c'est sûr qu'il y a un financement du milieu aussi qui est important. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé au projet de quelque façon que ce soit au niveau financier. Vous allez avoir peut-être les détails au cours de la conférence. Puis aussi le soutien de la communauté, hein, parce qu'un projet comme ça se réalise, mais ces jeunes-là, ils ont fait des choix, mais nous, on doit les supporter aussi dans leur action.
Donc, toute la communauté est importante dans un projet comme celui-là, vos proches, votre famille, vos amis, vos intervenants, tous les gens qui peuvent collaborer à ça, qui vous soutiennent. Alors, merci aussi de votre soutien à tout le monde dans ce projet-là. Et c'est sûr que je vais vous féliciter parce que si ce projet-là se réalise, c'est parce que vous vous êtes levé un matin puis vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé de vous engager dans ce projet-là. C'est votre choix à vous, en partant. Vous avez choisi de vous investir personnellement à chaque jour depuis plusieurs semaines. Puis vous le savez, hein, c'est intense, un projet comme ça. Donc, cette aventure-là, ce parcours professionnel-là, bien, ça va vous conduire vers vos projets, vers vos buts à atteindre. Parce que oui, il y a un chantier qui s'en vient dans quelques jours, mais au retour, bien, ça sera une autre façon d'entrevoir votre vie. Donc, un projet comme Destination Équateur réitère notre désir d'innovation au Carrefour Jeunesse-Emploi pour accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l'employabilité, vers un emploi ou vers le retour aux études. Au terme de cette expérience, ils vont avoir appris beaucoup sur eux-mêmes, puis ils vont être plus en mesure d'orienter leur destination, donc leur choix de carrière. Je souligne aussi l'implication de nos deux intervenantes, Erika, qui est porteur du projet, avec Marianne. C'est à la puissance 10, particulièrement ce projet-là, Erika qui est là quand même depuis les 3 derniers projets. C'est à la puissance 10. Vous savez, là, ça amène vraiment une autre couleur dans notre carrefour durant toutes ces semaines-là. Il y a une participation, ça bouge, il y a de l'action, mais il y a aussi des défis parce qu'il y a des dates, il y a des passeports à obtenir, il y a des vaccins à obtenir, il y a beaucoup de choses qui sont là dans un échéancier très serré. Fait que le fait aussi que les intervenantes sont très concentrées, sont à la puissance 10 dans leur projet, mais en même temps, c'est toute l'équipe du Carrefour qui contribue. C'est tous les intervenants, c'est tout le personnel de soutien administratif qui est là aussi pour supporter les intervenantes qui supportent le groupe. Fait que moi, je suis toujours fière de dire que j'ai une équipe extraordinaire, des intervenants professionnels, mais qui ont du cœur puis qui appuient un projet comme ça, puis que tout le monde y met la main à la pâte. Alors, merci de votre implication, les filles, et toute l'équipe. Je vais vous souhaiter un bon voyage. Je vais vous souhaiter une expérience de vie extraordinaire parce que vous êtes privilégiés. Ce n'est pas tous les jeunes qui ont la chance de faire ce projet-là d'implication à l'international, mais en même temps, c'est parce que vous l'avez choisi. Vous avez choisi de vous lever tous les matins depuis plusieurs semaines pour participer à ça. Puis vous avez mis votre cœur puis votre énergie là-dedans. Donc, je finis toujours un peu par une citation de Marcel Proust. Vous irez voir sur Google. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher des nouveaux paysages, mais c'est d'avoir de nouveaux yeux quand on revient. Parce que vous allez remplir votre cœur, votre tête, mais vos yeux aussi de plein de belles choses. De choses qui vont peut-être être plus difficiles aussi, parce qu'on s'en va dans un milieu défavorisé. Mais votre regard va changer, vous allez avoir un regard neuf sur votre propre destination. Donc, je vous souhaite de saisir chaque moment, du début à la fin, d'aujourd'hui, de dimanche, du départ, de l'avion, de tout ce qui s'en vient, de remplir vos bagages d'une grande expérience humaine qui va vous guider dans l'avenir. Alors voilà. Bon parcours. Merci à vous. Merci Isabelle. Donc, j'inviterai maintenant Erika Vincent, qui est intervenante au projet, à venir prendre la parole. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Merci de votre présence. Donc, vous allez être remercié de votre présence plusieurs fois, je pense, aujourd'hui, mais c'est vraiment important de le souligner quand même. Donc, je tiens à le souligner personnellement. Donc, comme Isabelle le disait, le but du projet, c'est vraiment qu'ils redéfinissent leur projet de vie globalement. Donc, pour ça, on a travaillé fort sur 3 volets principaux dans le projet. Donc, ça a été un volet plus développement interpersonnel, personnel. Un autre volet qui est coopération internationale comme telle, donc tout ce qui touche un peu la culture, qu'est-ce qui vous attend là-bas. Donc ça, je vais laisser les gens vous en parler tantôt. Puis, le volet employabilité, dont Marianne va parler aussi tout à l'heure. Mais moi, je vais m'attarder plus spécifiquement au volet développement interpersonnel et personnel. Donc, vous avez devant vous une gang de jeunes courageux. Ça prend beaucoup d'audace pour décider de s'embarquer dans une aventure comme ça. De se dire, on connaît presque personne, puis on va devoir partager notre quotidien pendant presque 3 mois ensemble, donc, et presque 24 heures sur 24 en Équateur pendant près de 3 semaines. Donc, je veux dire, de se lancer comme ça dans l'aventure, puis que
vers l'inconnu, tant avec les gens, la destination, que vers qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui nous attend là-bas personnellement. Donc, ça prend beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Plusieurs démarches aussi logistiques qui ont été à faire. Isabelle en a parlé un peu tantôt. Là, tous les formulaires de ci, les formulaires de ça, de logique, Je pense qu'ils en ont eu leur sac bien plein. Ils ont persévéré, même si ça pouvait parfois leur sembler lourd. Donc, je pense qu'ils sont contents de les avoir fait leur démarche. Je pense qu'ils sont contents d'avoir en main leur passeport, enfin, pour partir en Équateur, billets d'avion, tout ça. Ça prend aussi beaucoup d'ouverture pour vivre des formations de groupe intensives. On va dans un chalet, on leur fait vivre plein d'ateliers, d'activités de groupe, travail d'équipe, réflexion sur l'international, comment ils interagissent ensemble. Donc, pour apprendre à mieux se connaître puis mieux vivre ensemble, parce que on va se voir la face pas mal souvent en Équateur. Ça demande aussi une bonne implication personnelle de la part de chacun pour tout ce qui touche, tu sais, outre le fait de se lever le matin, d'appuyer les travaux en équipe, tout ça, tout ce qui touche la campagne de financement, donc parce qu'il y avait un montant à atteindre aussi pour la campagne de financement. Donc, ils ont fait de l'emballage pendant 2 jours chez Métro, ils ont vendu des billets de 5 à 7, et puis tout ça, là, ils l'ont vraiment réalisé avec un grand succès. C'était 6 participants, il y en a même qui se sont joints, ils ont rattrapé le groupe à partir de 3 semaines du départ, donc ils ont vraiment mis toute la gomme pour arriver à aujourd'hui, on s'en va bientôt dans 4 jours. Donc, vous avez devant vous un groupe de jeunes ouverts, respectueux, qui sont fiers d'avoir accompli la phase préparatoire du projet, le fameux 9 semaines intenses, qui sont prêts pour l'Équateur, puis qui ont vraiment, vraiment fait du chemin, chacun, puis ensemble en équipe. Donc, moi, je suis extrêmement fière de pouvoir être là aujourd'hui, puis de pouvoir leur dire, enfin. Je pense que je vous le dis quand même, hein, que je suis fière de vous autres. Donc, un projet comme ça, comme Isabelle le disait tantôt, ça demande aussi un appui de vous, de la communauté dans laquelle il s'inscrit. Donc, merci d'être là encore une fois. Il y a plein de partenaires qui ont donné d'une façon ou d'une autre, que ce soit une réduction par rapport aux tarifs, des possibilités de s'impliquer, des commandites au niveau des billets de 5 à 7. Donc, ça veut dire que vous leur accordez votre confiance. Vous leur accordez votre confiance, vous croyez en eux. Puis ça, ben c'est super important parce que des fois, peut-être que dans leur vie, il y a peut-être un bout de confiance qui leur ont manqué. Fait que de sentir cet appui-là de tout le monde, ben je pense que c'est vraiment très significatif pour eux. Donc, concernant les partenaires, ben permettez-moi de les nommer plus spécifiquement. Vous les voyez affichés ici. Mais les partenaires du milieu, on a Marché Métro d'Annie Boutin, on a Allo Transport, Bar Le Spectrum, Le Météor Bar et Grill, Maltais et Maltais Avocats, la pharmacie Uniprix Laurie Tremblay-Pelletier, Service vétérinaire Nadia Tremblay, les studios unis d'autodéfense, la ville de Dolbeau-Mistassini et la Société de gestion environnementale. Donc, voilà. Ben, je vous remercie. Moi, j'ai terminé. Merci, Erika. Donc, maintenant, c'est au tour à Marianne Bolduc-Lacasse de vous adresser quelques mots. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être présent. Je vais leur dire, je pense que tout le monde va leur dire ici aujourd'hui. En fait, moi, je vais parler plus du niveau employabilité. En fait, c'est au cœur du projet international. Parce que durant tout le projet, on fait des liens concrets entre le marché du travail puis le projet. Exemple, ils vont travailler en équipe. Il y a l'engagement dans le projet. Être assidu ou être toujours présent, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Puis ça va leur donner des outils pour retourner soit à l'école ou sur le marché du travail. Ensuite, l'objectif aussi, c'est que chaque participant se mette en action durant le projet pour qu'à la fin du projet, il retourne soit à l'école ou sur le marché du travail. Puis ça, il y a eu plusieurs ateliers faits avec un conseiller d'emploi, tels que la gestion de conflits. Vous s'en souvenez, je suis sûre. Ensuite, il y a eu aussi des outils de recherche d'emploi. Il y a eu plusieurs, même par rapport aux valeurs au travail, par rapport à la connaissance de soi, parce qu'il faut se connaître soi-même si on veut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a eu ça. Ensuite, de plus, il y a eu chaque participant, il y a eu une démarche personnalisée avec un conseiller en emploi pour avoir une orientation, qu'est-ce qu'ils vont faire après le projet. Oui, on part en Équateur, mais ce n'est pas la finalité de tout. Après, c'est à vous de jouer, c'est à vous qui va choisir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard.
le projet démarre aussi après le projet. Ça fait beaucoup de projets en un, mais c'est ça. Fait que je vous souhaite plein de succès. Puis merci encore d'être présents et d'appuyer ces jeunes-là. Ils vont avoir besoin de votre appui. Merci. Merci Marianne. Donc maintenant, ça va être au tour d'entendre les participants. Donc Carl Houd et Cassandra Sigouin qui vont venir vous parler un petit peu plus du volet technique et des défis du projet. Encore une fois, bonjour. Bonjour à tous. C'est un classique. Donc, comme ça a été dit, on va vous parler plus en détail du projet. Donc, avant tout, c'est un projet de coopération internationale. Ça implique, contrairement à l'aide humanitaire qu'on entend parler un peu plus souvent, ça implique qu'on va apporter là-bas quelque chose de durable. C'est pas, on ne va pas porter de la nourriture pour aider des gens qui sont dans un sinistre. C'est vraiment pour apporter culturellement ou d'une autre façon quelque chose qui va durer là-bas, qui va s'enraciner dans la communauté. Donc, c'est vraiment la grande distinction qu'on peut faire avec l'aide humanitaire, justement, qu'on entend parler beaucoup plus souvent. On a fait ça aussi en projet en coopération avec une classe de l'école Sainte-Thérèse. Donc, eux ont fait un beau projet d'entrepreneuriat là-bas. Ils ont nommé ça, j'ai trouvé ça très mignon, Feliz Navidad. Donc, c'est Joyeux Noël en espagnol. C'est comme ça que la classe là-bas a nommé le projet. Donc, ils ont donné vraiment beaucoup de leur énergie pour préparer des cadeaux pour que nous, on puisse faire là-bas un Noël aux enfants du village de Valparaiso. Donc, ils ont préparé des livres à colorier, ils ont fait une cueillette de canettes pour financer tout ça, ils ont fait eux-mêmes des petits objets d'artisanat pour donner en cadeau aux gens là-bas. Donc, c'est vraiment... Ils ont fait le papier d'emballage eux-mêmes aussi. J'ai noté, c'est très beau le cadeau. On est très content d'aller amener ça aux enfants de Valparaiso. Donc, on compte aussi, en plus de ce beau Noël-là qu'on va leur préparer, on compte leur faire des petits cours de français pour, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, laisser quelque chose qui va s'enraciner justement dans la communauté là-bas. Donc, aussi, en tant que groupe, on a évolué beaucoup. Donc, les jeunes qui sont ici, moi compris, bien sûr, plus jeunes, mais ça s'en vient. Donc, on a appris à se connaître, puis on s'est trouvé des objectifs communs, des buts, en tant que groupe qu'on voulait atteindre dans notre voyage. Donc, bien sûr, un truc qui nous motive beaucoup, c'est de découvrir une nouvelle culture, d'être dépaysé là-bas. C'est vraiment important pour nous. On partage cet attrait-là parce que, bien sûr, pour faire un voyage en Équateur, il faut avoir une motivation de découvrir, d'être dépaysé des choses qu'on n'est pas habitué de rencontrer ici au Québec. On veut aussi, bien sûr, se dépasser parce que, bon, aller, comme j'ai dit, perdre tous nos repères dans un endroit qui ne nous est pas du tout familier, c'est vraiment important pour nous. Voilà. Dans le fond, là-bas, ça va consister à vivre dans une famille d'accueil. On va aider le village, on va planter des arbres autour d'un champ pour le protéger. On va désherber dans les champs, dans les terres de nos familles et tout. Puis on va aussi confectionner une pancarte pour la ville pour décrire le village et tout. Dans le fond, le nombre d'habitants, à peu près. Puis, en tant que groupe aussi, on a réalisé que nous avons des traits de caractère communs, on a beaucoup de volonté dans nos projets, puis dans ce projet-là, puis l'objectif de chacun est important pour chaque membre du groupe. On s'encourage pour atteindre nos objectifs. On s'est aussi trouvé des défis en tant que groupe, en apprenant à se connaître. On s'est trouvé plusieurs défis qu'on va devoir surmonter ensemble. On va devoir faire face aux chocs culturels. On a eu beaucoup de cours pour nous préparer à ça. On a eu beaucoup d'aide aussi. On va devoir faire face aux chocs culturels. Là-bas, la notion du temps, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pareil à notre conception ici. On va devoir y faire face. La nourriture aussi, comme plusieurs choses, on va devoir aussi y faire face. Ça ne sera pas la même culture en arrière de ça. On a bien hâte de voir tout ça. Puis on va devoir aussi apprendre à bien communiquer
pas seulement à l'intérieur du groupe, parce qu'on apprend toujours à se connaître un peu plus, mais aussi avec les gens là-bas, comme j'ai dit, qui ont une culture différente. Donc, on va devoir, puis la barrière de la langue en plus, on va devoir apprendre à bien communiquer avec ces gens-là, puis entre nous aussi d'une façon différente. Donc, ça, c'est des défis qu'on va devoir faire face. Une fois là-bas, on veut que les gens nous voient comme étant un groupe respectueux, qui a une bonne ouverture d'esprit, qui ont le cœur à l'ouvrage. Puis, à notre tour, après qu'on va avoir passé à travers tous ces obstacles-là, on va vouloir être un groupe beaucoup plus uni. C'est-à-dire, oui, on a fait beaucoup d'efforts pour se connaître un peu plus chacun. Donc, être plus unis, c'est vraiment important pour nous, se mettre à la place de l'autre. Donc, avoir de l'empathie face, encore une fois, aux autres membres du groupe, mais aussi face à des gens qui ont une culture différente là-bas en Équateur. Donc, on va vouloir vraiment apprendre à se mettre à leur place, augmenter notre perspective, notre vision. Nous autres, une devise, c'est vivre au jour le jour. On en parle souvent dans le groupe. Voir la montagne. Voir une montagne, c'est trop haut pour atteindre nos objectifs. Il faut y aller marche par marche, puis on va avoir beaucoup plus de facilité à atteindre nos objectifs. C'est bien vrai. Donc, pour finir avec notre petite allocution, je vais vous présenter les membres du groupe. En partie, on va vous les présenter à deux, en fait. Donc, il y a Marc, ici. Ça, c'est le spontané du groupe. À chaque fois. Oui, bien sûr. C'est moi. Le spontané du groupe, je disais. Donc, à chaque fois qu'on entend quelque chose, si on veut un avis honnête, après ma barre, c'est certainement Marc qui va nous le donner. Ensuite, on a Sarah. C'est notre persévérante. Si quelqu'un a besoin d'aide dans une tâche ou peu importe ce qu'on entreprend, elle est toujours là pour nous donner le coup de main. Et ma co-animatrice, Cassandra, la ricaneuse. Beau soleil dans tout ce qu'on fait. Elle ensoleille vraiment chaque minute de nos tâches, de nos activités. Ensuite, il y a Jimmy, qui est dynamique, toujours là pour remonter le moral des troupes. Si on va pas bien, c'est sûr qu'il va nous aider à aller mieux. Après ça, il y a Miguel. Lui, il est très serviable. Si on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut aller le voir et qu'il va trouver une solution pour nous aider. Après ça, il y a Carl, qui est très instruit. J'ai une question, c'est sûr que je demande à Carl, il va avoir la réponse. C'est tellement le fun d'avoir une conversation avec. C'est toujours intéressant. Bien, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Oui, merci. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc, il nous reste juste une personne à entendre. Donc, c'est Jimmy Villeneuve qui va venir partager là, son expérience, un petit témoignage par rapport au projet. Bonjour, comme Marie-Ève l'a dit, je m'appelle Jimmy Villeneuve, j'ai 20 ans, je viens du petit village de Sainte-Jeanne-d'Arc. Je suis enchanté d'être choisi pour faire le témoignage. C'est un honneur de pouvoir parler de mon aventure ici devant vous jusqu'à présent. Il y a 9 semaines, je venais de perdre mon emploi et dans ma vie, j'avais beaucoup de choses à mettre en ordre. J'ai pris rendez-vous en lisant la carte d'affaires de mon conseiller en emploi. Pendant ma rencontre, on m'a proposé quelque chose que franchement, je n'aurais pas pu refuser. Un voyage en Équateur. Plutôt, un projet qui m'apporterait tout ce que je recherchais et me permettrait de vivre l'expérience de ma vie. En disant oui, je ne réalisais pas l'ampleur de ma décision. Jamais je n'aurais pu croire que cela allait autant influencer ma vie. Avant de commencer le projet, j'étais mal pris, sans revenu, ni assurance chômage dont je m'attendais à avoir droit. J'étais donc un peu déstabilisé de tout ce qui m'arrivait. Par chance, avec le CJE, j'ai pu prendre le temps. Le temps qui, pour moi, était si important, a pris une toute autre allure. Même si je n'étais plus pressé de trouver un emploi, je savais que ce temps que je prenais devenait un investissement et non une perte de temps. Je pouvais choisir prendre le chemin qui m'amènerait où je souhaitais vraiment me rendre, et non lui que je m'imposais. Nous sommes bientôt arrivés à la veille du départ. J'ai beaucoup évolué depuis, le jour où j'ai décidé de prendre mon avenir entre mes mains. Et j'éprouve énormément de fierté. J'ai fait mes démarches, j'ai donné les efforts nécessaires, j'ai pris conscience de plusieurs choses qui vont m'aider dans ma vie
pendant et après le séjour vécu là-bas. J'ai confiance que tout ira pour le mieux, dès maintenant, grâce à ceux qui m'ont supporté et encouragé dans mes buts. Je tiens à souligner l'aide apportée par le CJE, ma famille, mes amis et tous ceux qui ont pris le temps et m'ont donné leur confiance. Je suis ému de voir à quel point les gens sont bons et gentils. Pour la plupart. Pour terminer, je croyais pouvoir changer le monde. Maintenant, je veux seulement devenir quelqu'un de meilleur. Merci. Merci, Jimmy. Donc, félicitations à tous les participants. Vous nous avez fait une belle conférence. Bravo. Maintenant, on va poursuivre avec une période de questions ou commentaires. Au Québec, chaque année, la SOPFEU recense plus de 150 incendies provoqués par les articles de fumeurs. Afin d'éviter qu'une simple balade en forêt tourne au drame, évitez si possible de fumer en vous déplaçant. Si vous désirez griller une cigarette, faites-le en prenant une pause. Pour vous assurer de bien éteindre votre cigarette, vous devriez la tremper dans l'eau, l'écraser dans le sable ou tout simplement l'écraser fermement sur la semelle de vos chaussures ou sur une pierre. Enfin, prenez soin de jeter allumettes et cigarettes éteintes dans les endroits prévus à cet effet. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Pour protéger les forêts, la SOPFEU fait très souvent appel aux avions-citernes qui utilisent l'eau des lacs et des rivières pour éteindre les incendies. Si vous vous trouvez sur un plan d'eau et que vous apercevez un avion-citerne en approche, restez à une distance raisonnable et évitez de rester dans l'axe d'écopage de l'appareil. De cette façon, vous pourrez poursuivre vos activités normalement tout en permettant aux pilotes de puiser l'eau en toute sécurité. Cet été dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations soient vraiment représentées. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau
régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.